Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va commencer lentement en attendant que Ali, qui est notre présentatrice officielle de la séance, est en train d'aider une de nos intervenantes qui a des problèmes de connexion en ce moment. Alors en attendant, en fait, on va commencer par un petit point de mise au point sur la LPR et Bienvenue en France qui est prévu à chaque début d'atelier. Excusez-moi, j'ai alors, donc en fait, je voudrais profiter de ces 15 minutes, enfin, qui seront plutôt 10 minutes en attendant que tout le monde puisse avoir accès à la réunion, pour vous montrer une vidéo enregistrée lors d'une journée organisée au Sénat sur la hausse des préinscriptions. Cette journée a eu lieu en 2019, dans laquelle il y a eu différentes interventions très intéressantes et chiffrées aussi sur l'éventuel impact de Bienvenue en France. Donc, la première intervention de cette journée, c'était celle de Lama Kadanji, qui est chercheuse et membre du collectif Mobilite, qui regroupe aussi des chercheuses et des chercheurs qui travaillent sur les dynamiques et les mobilités étudiantes et scientifiques. Donc, la vidéo dure à peu près 10 minutes et je vais essayer de vous la partager ici. Attendez-moi. Hop. Vous me direz si vous entendez ou pas. Alors, on va partager la vidéo. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Ok. Je suis membre d'un collectif qui s'appelle Mobilite, qui regroupe des chercheurs travaillant sur les dynamiques des mobilités étudiantes et scientifiques, pas que en France d'ailleurs. Et donc on s'intéresse à ces questions-là depuis un bout de temps. Comme je suis la première à présenter, je vais présenter très brièvement le contenu de cette stratégie qui a donc été présentée le 19 novembre 2018 par le Premier ministre Édouard Philippe. Alors, selon les termes du Premier ministre, ces stratégies visent à augmenter le nombre d'étudiants étrangers accueillis en France face à une concurrence internationale accrue et permettre à la France de rester l'un des acteurs majeurs de la mondialisation de l'enseignement supérieur. Pour rappel, la France accueille aujourd'hui environ 320 000 étudiants étrangers. Ceux-ci représentent 15% de l'ensemble des effectifs étudiants, mais 41% des doctorants. La France tient actuellement la 4e position au niveau international, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et près de la moitié de ces étudiants, selon les données de Campus France, seraient originaires d'Afrique. Donc, comment le gouvernement compte-t-il attirer plus d'étudiants étrangers? Alors, dans ce discours, il est fait mention de 3 piliers, qui sont premièrement améliorer les conditions d'accueil des étudiants étrangers à travers des procédures de facilitation d'obtention des visas, mais aussi des procédures d'accompagnement des étudiants une fois qu'ils sont en France. Le deuxième pilier, et c'est celui qui a le plus porté à débat, c'est l'augmentation des frais de scolarité uniquement pour les étudiants internationaux extra-communautaires, donc venant de pays non membres de l'Union européenne. Et l'augmentation, elle est d'environ 16 fois plus que ce qu'ils payent actuellement. Selon le gouvernement, il s'agirait d'instaurer une forme d'équité financière. Le troisième pilier, c'est assurer le rayonnement de l'enseignement supérieur français à l'étranger. En d'autres termes, promouvoir l'offre de formation française payante dans les pays d'origine de ces étudiants. Donc on voit déjà clairement que les 2 dernières mesures annoncent le choix fait par le gouvernement de se désinvestir du service public et de l'enseignement supérieur et de privilégier la marchandisation de l'enseignement supérieur. Alors, je voudrais juste souligner quelques enjeux que je pense importants de mentionner dans le débat et comme contre-argument à la stratégie gouvernementale. Donc, premièrement,
Ce plan Bienvenue en France s'inscrit dans la continuité de la politique de l'immigration choisie qui avait été mise en place au début des années 2000 sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc, à l'époque, il s'agissait déjà de faire le tri du type de migrants que la France veut bien accueillir, parmi lesquels les étudiants et les chercheurs figuraient en bonne position. L'objectif était d'attirer les étudiants les plus talentueux dans le contexte d'une compétition globale pour la main-d'œuvre hautement qualifiée. À cette époque, des mesures avaient déjà été prises pour sélectionner les étudiants que la France désirait attirer. Ce que le plan Bienvenue en France fait, c'est qu'il va encore plus loin dans cette sélection, puisqu'il instaure des droits d'inscription différenciés selon l'origine géographique des étudiants. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la sélection conduit vraiment à plus d'attractivité? Donc, si on regarde les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur, on s'aperçoit que la période qui a suivi la mise en place de la loi Reseda en 1998, et dont l'une des mesures phares était de faciliter l'obtention des visas, qui s'est aussi accompagnée d'une hausse des bourses du gouvernement français pour les étudiants étrangers, cette période-là a été caractérisée par une progression très forte des effectifs d'étudiants internationaux en France, surtout dans les universités. Et pas dans les formations payantes comme les grandes écoles. Ce qui se passe par contre lorsque Nicolas Sarkozy instaure la réforme de l'immigration et la politique de l'immigration choisie, qui prévoit une plus grande sélection des étudiants, notamment à travers la création de l'agence Campus France, qui va jouer un grand rôle dans la sélection des étudiants dans leur pays d'origine. Eh bien, à partir de 2003, on va se rendre compte qu'il y a un ralentissement de la progression des effectifs d'étudiants étrangers en France et surtout leur réorientation vers les filières payantes, comme les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs. Donc, la première chose sur laquelle on pourrait s'interroger, c'est sur la pertinence de cette réforme présentée comme un moyen d'attirer plus d'étudiants étrangers en France. Ensuite, un autre élément qu'il est intéressant de souligner, ce sont les effets dont on ne parle pas trop de ce plan Bienvenue en France. En fait, la sélection qui est instaurée par ce plan va avoir pour effet d'accélérer des tendances déjà bien engagées depuis les années 2000, toujours selon les données du ministère de l'Enseignement supérieur, et qui se traduisent par une reconfiguration des caractéristiques des mobilités étudiantes vers la France selon la classe sociale, l'origine géographique et les filières et les établissements de formation. Ce plan va ainsi entériner d'un côté la priorité accordée aux étudiants aisés, en particulier ceux qui viennent de pays dits émergents ou développés comme la Chine, le Brésil ou la Russie, au détriment des pays du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, qui sont pour l'instant les étudiants les plus importants en proportion en France. Alors qu'est-ce qu'on propose aux étudiants d'Afrique et du Maghreb? Selon le plan Bienvenue en France, ce qui leur est proposé, c'est la délocalisation de l'offre de formation dans leur pays d'origine, comme en témoigne la création récente de campus franco-sénégalais ou franco-tunisiens. C'est une stratégie qui va permettre au gouvernement de se faire de l'argent sur le dos des étudiants maghrébins et africains et qui va servir en même temps à sélectionner et trier les étudiants qui méritent d'accéder à des études supérieures en France. C'est donc un autre moyen de contrôle des migrations jugé indésirable. Pour conclure, ce que je voudrais souligner, ce sont les effets systémiques du plan Bienvenue en France. En définitive, ce que ce plan augure, c'est une reconfiguration du paysage de l'enseignement supérieur et de sa marchandisation. Encore plus de moyens vont être attitrés à certains établissements déjà bien dotés, ceux qui vont être les bons élèves et obtenir le label Bienvenue en France et qui vont recevoir aussi des financements. Ce plan va donc renforcer les inégalités entre établissements en concentrant les étudiants internationaux et la manne financière qu'ils représentent majoritairement dans les pôles d'excellence, qu'on appelle les pôles d'excellence, qui sont majoritairement basés à Paris, au détriment des universités de province. Ce plan menace également certaines filières de formation dans lesquelles la France est a pourtant une très grande spécificité, qui sont les lettres, les sciences sociales et humaines, mais qui ne sont pas jugées monnayables ou valorisées sur le marché du travail. Donc,
ce plan-là ne menace pas uniquement les conditions aux études supérieures des étudiants étrangers, mais à l'ensemble des étudiants français. Donc, juste pour terminer, ce qui pourrait être intéressant, je pense, pour contribuer au débat et permettre aux acteurs de se positionner et de pouvoir débattre avec le gouvernement, c'est peut-être de produire un document commun sur les enjeux soulevés par ce plan Bienvenue en France, avec des données documentées, etc. Donc du côté des chercheurs, ça pourrait être une contribution et le collectif Mobilite pourrait coordonner un tel document. Voilà, si vous voulez nous contacter, j'ai mis ici le lien vers notre site web où vous pouvez trouver nos contacts. Hop, j'arrête le partage. Ah, non, c'est pas ça. Vous m'entendez? Ok. Attendez, parce que je ne sais pas comment arrêter le partage. C'est bon, merci. Ok. Du coup, je vais vous passer la parole parce que notre intervenante a pu se connecter. Il faut juste que je la nomme. Vous l'avez pu nommer poste. Du coup, je commence alors. Olga est là. Oui, voilà. Je vais juste mettre en lien toute la playlist de cette journée qui a eu lieu au Sénat, qui a des interventions comme celle de Lama, de Lama Kabongi. Donc, vous pouvez voir, vous allez pouvoir aller voir si vous êtes intéressé. Voilà, je vous mets tout ça en lien dans le chat. Et voilà, et ça parle beaucoup de Nicolas Sarkozy, mais c'était vraiment une coïncidence que ce soit qu'il ait été dans les news aujourd'hui. Voilà, je te passe la parole, allez. Merci beaucoup, Anna, pour ce point sur l'université ouverte et sur la précarisation de l'université, notamment par rapport aux étudiants et étudiantes étrangères. Bonjour à tous et à tous. Désolée pour ce petit problème technique. En effet, on avait du mal à se connecter avec Olga. Bienvenue à la 8e séance de l'année déjà, ça passe vite. Aujourd'hui, nous avons une séance consacrée à la représentation de l'homosexualité masculine et de la transidentité féminine dans la littérature contemporaine latino-américaine. Je suis particulièrement et personnellement ravie de co-organiser cette séance, non seulement parce qu'avec Olga et avec Romain, on se côtoie et on travaille ensemble, enfin, on se côtoie et on se connaît depuis pas mal de temps, et que c'est la première fois que l'on organise quelque chose ensemble. Mais surtout, il s'agit d'une séance qui va traiter des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur parce que moi-même, je travaille sur ces sujets-là dans le cadre de ma thèse qui est construite autour notamment de la figure de l'auteur chilien Pedro Lemebel. Malheureusement, Kathleen Loureiro-Reis ne pourra pas finalement présenter sa communication aujourd'hui. En effet, brésilienne d'origine, elle est actuellement au Portugal en tant qu'étudiante en échange. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on a échangé avec elle par rapport à ses conditions de vie. Et c'est vrai que le Covid l'a précarisée énormément. Et elle a des problèmes financiers de logement, bon, etc. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas vraiment en mesure d'être parmi nous. Et nous espérons pouvoir l'écouter peut-être à une autre occasion. Aujourd'hui, les questions sont à envoyer à Jolene par le chat Zoom. On rappelle que voilà, pour des questions de sécurité, pour éviter les trolls, tout ça, on vous ferme le micro et la vidéo par défaut. Et du coup, voilà, vous écrivez les questions à Yoline qui les lira à la fin aux deux intervenantes. Du coup, on va commencer avec Olga González. Et Olga est docteure en sociologie de l'EHESS de Paris. Elle est actuellement chercheuse associée à l'URMIS. Elle est membre aussi de l'Institut Convergence Migration.
Et si je ne me trompe pas, tu travailles notamment sur la question migratoire, particulièrement la migration latino-américaine en France. Et voilà, depuis quelques années, notamment à travers la problématique du VIH, tu croises migration, genre, sexualité, transidentité, depuis une perspective féministe. Olga aussi tient un blog sur Mediapart où elle analyse des sujets d'actualité qui ont trait aux Amériques latines. Du coup, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Du coup, Olga, on t'écoute et puis après, je présenterai Romain. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci à Alejandra pour cette présentation et puis à vous toute, l'équipe de genre et féminisme dans les Amériques latines, puisque je suis très ravie enfin de pouvoir faire cette présentation. Ça fait un moment qu'on essaie de mettre ça en place et finalement, c'est aujourd'hui. Et en plus, à la dernière minute, ça a failli ne pas avoir lieu, puisque je ne sais pas pourquoi, ça ne marchait pas, mais c'est bon. Je suis avec vous, avec un ordinateur qui n'est pas le mien, avec un système que j'ai un peu oublié. Je suis sur Mac, maintenant je suis sur PC, mais j'espère que tout se passera pour le mieux. Alors, effectivement, bon, je vais vous parler, on va parler aujourd'hui, je suis très contente qu'on puisse parler de littérature. Je vais vous expliquer pourquoi moi, je suis sociologue, j'ai par ailleurs j'aime beaucoup la littérature et j'ai même en Colombie, quand j'ai fait mes études, c'était possible, là-bas c'est possible vraiment de joindre des choses différentes, donc j'ai beaucoup travaillé la littérature là-bas. Et voilà, j'étais très, très contente de pouvoir revenir sur des ouvrages importants de littérature. Alors, pour quelles raisons je l'ai fait? Effectivement, comme Alejandra le dit, je travaille ces derniers temps beaucoup sur la question trans, la question transgenre, et notamment la question transgenre en Amérique latine. Et j'ai déjà publié un certain nombre d'articles en lien avec différents processus migratoires ou alors en lien avec le conflit armé colombien, avec la question légale, comment elle est apparue depuis les années 2015, il y a plein de choses. Mais je voulais comprendre, disons, la question qui m'animait, c'était comment la question trans, qu'on appelle aujourd'hui trans, se posait il y a 50 ans, il y a 40 ans. Comment ces personnes étaient vues, nommées, quelles étaient les catégories que l'on employait vis-à-vis de ces personnes, puisque les mots même varient. Aujourd'hui, on emploie, on est dans un séminaire sur le genre, je pense que tout le monde sait ici que transsexuel n'est plus usité, mais il y a 15 ans, peut-être que transsexuel aurait été le mot pour parler de ces personnes. Aujourd'hui, c'est plutôt transgenre. Il y a d'autres, et je voulais me poser la question, bon, comment ces personnages apparaissent, et à vrai dire, on n'a pas énormément de sources. Il aurait fallu faire de la sociologie dans les années 60 en se posant déjà des questions sur les personnes, et il n'y a pas énormément de sources. Je me suis dit, je vais regarder ce que disent des auteurs de littérature. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à constituer un corpus de 6 œuvres latino-américaines où j'avais croisé, moi, dans mes lectures de littérature, j'avais croisé des personnages qu'aujourd'hui on peut qualifier comme des femmes trans, qui à l'époque, vous verrez, n'étaient pas qualifiées comme telles. Et donc c'est sur ce corpus de 6 œuvres latino-américaines publiées entre 1961 et le tout début des années 2000 que je vais vous présenter quelque chose aujourd'hui. Alors là commence la question. Je vais essayer de vous partager mon écran. Comment je fais parce que j'ai une présentation en PowerPoint, ça sera plus facile. Évidemment, j'ai perdu le zoom. Ah, il est là. Voilà. Donc, je fais écran partagé. Je pense que c'est celui-là. C'est bon? On te voit. D'accord. Donc, je vais le mettre déjà en grand. Voilà. Donc, ça c'est le titre que je donne à ce travail. Les femmes trans avant les identités LGBT, maricas, locas, jotos, putos dans la littérature latino-américaine entre 61 et 2001. Alors, je commence par vous présenter les œuvres dont je vais vous parler.
Ils ont toutes été traduites en français. Je vous invite à les lire. Il y en a que j'aime vraiment beaucoup là-dedans. Et certaines sont très connues, d'autres le sont moins. Donc il y a l'œuvre de José María Arguedas, écrivain péruvien. El Sexto, c'est la première œuvre. Disons-la, présente en ordre chronologique. El Sexto, José Donoso, écrivain chilien, Celui sans limite. Álvaro Mutis, écrivain colombien, qui a écrit cette chronique, Journal de Lecumberri au Mexique, où il était emprisonné. De fait, José María Arguedas, le premier péruvien, lui aussi, il a écrit ce roman en 61, Arguedas, mais il avait été emprisonné dans les années 30. C'est en se remémorant son expérience dans une prison, El Sexto, de Lima, qu'il va écrire. C'est un roman, c'est un roman court, mais c'est un roman. Donoso, donc Celui sans limite, c'est un roman qui, à l'origine, devait être un roman énorme. Et en fait, il a écrit pratiquement le premier chapitre. C'était tellement fort que ses amis lui ont dit « tu le publies tout de suite ». Et c'est devenu pratiquement une œuvre indépendante du reste de son œuvre. Álvaro Mutis, donc, il était en prison au Mexique. C'est un bourgeois, un écrivain, disons, très mondain, colombien, mais qui s'est retrouvé en prison, dans une prison, et il a écrit donc, cette espèce de chronique, Lecumberri étant la prison de Mexico. Manuel Puig, écrivain argentin, a écrit ce livre certainement connu de la plupart d'entre vous, puisqu'il a donné lieu à un film qui a gagné beaucoup de prix, La femme araignée, en 1976. Et ensuite, il y a l'écrivain cubain, Reinaldo Arenas, avec Arturo, l'étoile la plus brillante, écrit en 1984 aux États-Unis, bien qu'il soit un écrivain cubain, avec une relation compliquée, évidemment, avec Cuba, avec les États-Unis. Et enfin, Pedro Lemebel, que l'on connaît beaucoup plus actuellement, notamment en Amérique latine, qui est le plus récent, avec son roman Je tremble au matador. Voilà, ça c'est les œuvres en espagnol. C'est quelqu'un de... Évidemment, les lire en espagnol, c'est notre langue. Alors, je me posais d'abord une question sur, disons, pour la présentation en tout cas, étant donné que dans toutes ces œuvres, il y aura des personnages qu'aujourd'hui on appelle femmes trans, je me suis un peu penchée sur le rapport de ces auteurs, ces 6 auteurs avec l'homosexualité. Et puisque de fait, ce n'est pas vraiment des écrivains eux-mêmes, vous verrez pourquoi c'est important, ce n'est pas des écrivains, comment dire, prolétaires, pour ainsi dire, c'est des écrivains plutôt de couche moyenne, même si ça varie énormément entre Mutis, grand bourgeois, et Lemebel, beaucoup plus proches des couches populaires, mais c'est des écrivains globalement des couches moyennes et qui quand même vont essayer de donner à voir une certaine homosexualité, celle des couches populaires, et d'ailleurs ils ne vont pas l'appeler homosexualité. Là je commence à avoir des problèmes avec les mots, on va essayer d'affiner ça petit à petit. Alors ils vont... ce qui est important peut-être de retenir, c'est que 4 de ces auteurs ont eu des expériences homosexuelles, parfois... disons, longues, Manuel Puig ou Arenas, parfois épisodiques, comme Donoso, et 2 des auteurs qui n'en ont pas eu, à savoir Arguedas, en tout cas dont on ne sait pas qu'ils aient eu, Arguedas et Mutis, eux, donc c'est leurs œuvres qui ont été écrites en prison, où ils ont pu côtoyer d'autres couches sociales et peut-être d'autres formes de sexualité. Et pour les 4 premiers, peut-être qu'ils avaient déjà cette connaissance, par leur condition de vie à eux particulière. Alors, où se déroulent ces œuvres? Je ne peux pas vous donner l'intrigue de chacune de ces œuvres, parce que le temps est quand même limité, mais on va au moins voir où se déroulent les œuvres. C'est intéressant, il y en a 4 qui se déroulent en prison. Donc, je dis déjà, pour Arguedas et Mutis, ils étaient en prison eux-mêmes, et donc c'est ça qui les a inspirés pour ces récits. Pour Puig, Manuel Puig aussi, ça se passe dans une prison. Pour Arenas aussi, bien qu'il y a un côté imaginaire, un côté d'évasion mentale de la part de Arenas, mais c'est plus qu'une prison, c'est un camp d'internement pour homosexuels. En fait, Arenas, dans ce roman, il veut rendre hommage à son neveu, qui lui-même a été interné dans un camp pour homosexuels à Cuba. Donc il s'inspire, c'est un hommage, ce n'est pas un témoignage direct, mais c'est un hommage à son neveu.
Il y a un autre espace qui est le bordel, c'est le cas de Donoso, ce lieu sans limite. Et enfin, il y a la rue ou le chez-soi, ça c'est le cas de l'Emehuel, mais c'est une rue sous la dictature chilienne. Ce sont les espaces où se déroulent ces œuvres. Alors, les termes qui sont employés, et ça c'est très important, justement, c'est vraiment, je pense, le cœur de ce que de cette réflexion. Les termes ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, et il faut essayer de comprendre, en fait, il faut essayer de faire une espèce d'anthropologie dans l'œuvre elle-même, voir comment les personnages se nomment eux-mêmes et comment ils nomment les autres. Alors, il y a des mots qui reviennent pratiquement dans... Enfin, je dois être un peu synthétique, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais pratiquement dans tous ces ouvrages, il y a deux mots. Et El Marica, ou La Marica. Alors, pour les personnes d'origine espagnole, je ne sais pas si tout le monde le sait, Marica est un mot qui date du 18e, espagnol, et qui, à l'origine, est un nom féminin, mais qui vient de Maria. C'est une dérivation de Maria. Donc, c'est enfin, je peux vous donner plus de détails parce que j'ai écrit autour de tout ça. En essayant de rappeler l'étymologie, et il avait déjà été employé en littérature d'une manière un peu péjorative par un auteur espagnol, notamment des années 20. Mais non pas dans le sens où il est utilisé dans ces œuvres-là, et on va voir quel est le sens précis. Alors, marica, en français on dirait pédé, c'est un nom masculin qui est l'équivalent d'une insulte aussi, et on va aussi le féminiser, comme on fait avec la pédale. Les pédales, c'est à peu près la même utilisation, et c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'il est revendiqué. C'est-à-dire quand les personnages parlent d'elles-mêmes, elles vont parler au féminin. Et l'autre terme qui revient souvent, c'est la loca, la folle. Alors pas de surprise non plus, ce sont des choses qui... quelque part, pédé, pédale ou folle, en France aussi, nous sont assez familières. Cependant, ce qui est particulier dans l'emploi de ces termes, c'est qu'ils vont désigner des personnes issues des classes populaires dont le désir s'oriente vers les hommes virils ou qui sont, je mets entre guillemets, féminisés dans l'acte sexuel. Donc, il y aura, enfin, on va développer petit à petit tout cela. Mais je continue en disant quels sont les autres termes qui peuvent être employés dans ces ouvrages. Il y aura des termes vernaculaires, en Argentine, puto, au Chili, coliso ou joto, très fréquent au Mexique. Là, je vous ai mis une photo des jotos au Mexique. Là aussi, enfin, moi, j'aime beaucoup comprendre d'où viennent ces mots. Le mot joto, pour les personnes qui sont mexicaines, elles le connaissent, ça vient d'un mot de la prison, justement. C'était le pavillon Jota, donc la lettre J, où étaient envoyés les prisonniers homosexuels, ou à l'époque, bon, peu importe, comme en ce moment, je ne sais pas comment, dans les années 10 ou 20, on appelait ces personnes, mais elles étaient envoyées là-bas, dans ce pavillon, et du coup, ce pavillon est devenu le pavillon Jotos, et ce mot est resté pour désigner donc ces personnes dont on voit une photo des hommes très, très efféminés. Alors, les maricas dans ces œuvres-là, alors qui sont ces maricas? Ce sont, dans toutes ces œuvres, ce sont des personnes qui exhibent une féminité exagérée, enfin, surtout là je vous ai apporté un extrait de Reinaldo Arenas, puisque c'est lui, je pense, qui le met le plus en avant, cette espèce d'exagération, stéréotypie. Le personnage d'Arenas est très ambivalent par rapport à ces maricas, puisque le personnage de Arenas, c'est un homme qui est homosexuel, mais qui ne veut pas être comme ces autres personnes qui lui semblent exagérées. Bon, on va lire un peu le paragraphe. Parodiant les paroles ridicules des chansons populaires déclamées par eux tous, donc par ses compagnons d'internement,
est dans la baraque à l'heure de crier comme ça d'une voix de soprano hystérique, voilà, soprano hystérique pour ces personnes, c'était lui, donc le protagoniste, Arturo, qui le faisait le plus haut. Et au moment de faire le mannequin dans les fêtes interdites et réprimées par les soldats qui y participaient en spectateurs enthousiastes, c'était lui, maintenant, qui portait la jupe la plus scandaleuse, qui se maquillait le plus outrageusement, qui exhibait la perruque la plus invraisemblable et qui chantait pour finir le couplet le plus provoquant par son sens évidemment obscène, redoublé de force gestes, battements de cils, regards et mots. Donc c'est un personnage qui va assumer pour pouvoir survivre dans cette prison, pour pouvoir se fondre un peu dans la masse, d'adopter cette féminité hyper exagérée. Donc il y a toute une duplicité donc, de ce personnage, mais j'aime bien ce paragraphe parce qu'il reprend des éléments qui sont aussi présents et de manière éparse ailleurs chez les autres auteurs. Alors, je continue dans cette caractérisation qui sont ces maricas. Ça, c'est vraiment très prégnant. Les rôles pendant l'acte sexuel sont très genrés et c'est toujours l'acte d'être pénétré et celui qui fixe il y a l'actif et le passif, il y a la pénétration et les maricas sont les personnes qui endossent le rôle passif. Et c'est dit de multiples manières dans toutes ces œuvres, plus sur le mode fantasmatique chez Puig, mais ici chez Lemuel, dans un paragraphe, elle le met tel quel. Le personnage est amoureux d'un révolutionnaire, d'un guerriero, et elle dit, elle ne rêvait, elle c'est le personnage, mais il est genré au féminin, elle ne rêvait que d'une seule chose, qu'il lui manque de respect, qu'il se jette sur elle et l'écrase sous son odeur de mâle en rue, qu'il lui arrache ses vêtements, la fiche à poil comme une vierge effarouchée, car telle était la seule forme de respect qu'elle avait jamais connue, le seul coup d'aile paternel qui lui avait au passage déchiré le cul, son cul d'enfant tapette. Bon, ça c'est aussi fréquent. Par contre, au niveau des termes, il y a des termes qui ne sont jamais employés, donc transgenre, transsexuel, trans, jamais employé. Alors pour quelle raison? Je pense tout simplement c'est anachronique d'aller, même si peut-être qu'il y avait déjà des choses qui existaient, notamment dans la littérature médicale ou psychiatrique anglo-saxonne, mais en tout cas c'était des termes extrêmement peu connus et qui sont en tout cas jamais utilisés. Le terme homosexuel, les deux autres termes qui ne sont jamais employés par ces personnages pour s'auto-désigner ou par les protagonistes pour les caractériser sont homosexuels et gays. Alors, les deux derniers termes sont problématiques pour les auteurs. Pour quelle raison? Parce que, aussi bien Donoso que Arenas, ils vont écrire d'autres romans où il y aura des homosexuels. Il y aura directement, on va parler de homosexuels. Et ces personnages, ils appartiennent à notre milieu. C'est des bourgeois. Ce ne seront plus les maricas, c'est des homosexuels. Donc, mais là, on est dans des milieux populaires. De fait, plusieurs de ces auteurs, pour certains c'est explicite, pour d'autres non, mais pour Lemebel, en tout cas, vous verrez, l'idée de l'identité d'une homosexualité est plutôt remise en cause. Je vous ai apporté un paragraphe qui ne provient pas de son roman, mais d'un de ses multiples disons, articles de type essai journalistique. Voilà, il écrivait énormément. Moi, en tant qu'essayiste, je pense qu'il il a des fulgurances, il est très brillant. Alors, ce qu'il dit là, on va le lire. Je crois que l'homosexualité, jusqu'à un certain point, n'existe pas, tout comme l'hétérosexualité. D'autre part, je ne pense pas qu'il doive y avoir un quartier gay. De fait, les endroits trop gays me donnent de l'allergie. J'aime les choses plus contaminées, avec des femmes, des jeunes et des vieux. Je ne sais pas pourquoi ce qui est gay doit toujours être jeune. Ces catégories sont conservatrices et ségrégationnistes. Je n'ai jamais été d'accord avec elles.
Je vous ai mis à côté l'affiche du film de Lemuel, de l'Argentine, comment il s'appelle, Johanna Reposi, que je ne sais pas, je crois qu'il n'est pas paru en France, mais en tout cas, je vous le recommande vivement. Et Manuel Puig, lui aussi, quelque part, il met en cause cette homosexualité comme une identité. J'ai apporté cet extrait d'une interview qu'il a donnée en 86, où il disait « Pour moi, l'homosexualité n'existe pas, l'hétérosexualité non plus. Le sexe n'a pas d'importance. Il est aussi nécessaire que manger ou dormir. C'est un acte de la vie végétative. » Alors, tout ça, ce sont des bribes pour avancer, pour nous questionner, pour nous... Enfin, je ne pense pas que j'aurai le temps de tout mettre, de tout vous dire au niveau de mes conclusions, mais je veux qu'on garde ça en tête. Alors, quel est le type de fantasmé quel est le type de féminité qui est présenté dans ces romans, qui est présente dans ces romans? En général, le type de féminité est plutôt fantasmé. Elle est associée à l'attente de l'homme idéal, la séduction des hommes virils, la passivité dans l'acte sexuel, je l'ai déjà dit, les peines d'amour, ça c'est très important chez Puig, chez Donoso, les concours de beauté, l'attention portée à la décoration, les robes, les talons hauts, même en prison, Rosita, qui est la protagoniste de El Sexto, qui est une prisonnière qui s'habille comme elle peut, avec ce qu'elle peut, avec des robes et des talons hauts, elle est là, elle affirme sa féminité avec ses talons hauts. L'importance de la danse aussi, dans certains de ses romans, et l'attention portée au maquillage et à la coiffure. Et la féminité, par ailleurs, elle est inscrite dans un rapport hiérarchique. Donc la femme est vue comme un élément qui complète un homme viril, et elle en est un attribut. Le féminin a une place par rapport à l'homme, mais il est inférieur au sexe masculin, y compris dans l'idée de passivité versus l'actif. Dans ces œuvres, c'est intéressant aussi de voir la manière dont, au niveau du langage, au niveau de la grammaire, les auteurs vont jouer avec le genre. C'est aussi bien, voilà, j'ai choisi 13 extraits de 3 des œuvres de Puig, Arguedas et Lemebel, comment dans leur écriture même, ils peuvent jouer entre le masculin et le féminin. Par exemple, Moline, le protagoniste de Le baiser de la femme araignée, il peut rentrer dans un restaurant, entrer avec un « et » masculin un jour, et la vue donc, et là il voit cet homme, il en devient fou. La semaine suivante, je suis allée au féminin, toute seule, au restaurant. Quand je parle de lui, je ne peux pas parler comme un homme parce que je ne me sens pas homme. Évidemment, toutes ces nuances, on les sent mieux dans la langue espagnole, l'original espagnol, elles sont vraiment présentes. Arguedas, quand il nomme ses personnages féminins, d'un côté, féminin, oui, ces personnages qu'on appellerait aujourd'hui trans, et déjà, il leur donne des prénoms de fleurs. Donc, il y a 2 personnages dans son roman, une des protagonistes, Rosita, qui est ce qu'on dirait aujourd'hui, qui est une marica de la prison, donc, qui va avoir qui en même temps a un rôle assez dominateur dans cette prison. Et il y a un autre prisonnier qui, lui, était un garçon et qui va être violé par un groupe de prisonniers. Et du coup, il devient complètement un peu subordonné à ces autres prisonniers, et cet autre personnage s'appelle Clavel, c'est-à-dire œillet. Déjà, il y a des prénoms de roses, de fleurs, et ce Rosita, donc conjugaison du masculin avec le féminin à côté. Et de même, donc Lemebel joue vraiment, je dirais, c'est celui qui le fait peut-être de manière la plus consciente. Dans une même phrase, il met que se cree que una la va a esperar toda la tarde, uno también tiene su dignidad. Enfin, des fois, il y a des difficultés pour traduire. Je pense que l'idée est comprise, mais je ne peux pas me mettre à traduire chaque phrase. Alors, mais je me suis aussi posé la question, et les femmes, dans ces œuvres,
Est-ce qu'elles apparaissent, des femmes, on dirait aujourd'hui des femmes cisgenres, est-ce qu'elles apparaissent, comment sont-elles présentées? En fait, il y a très peu de femmes, hormis chez Donoso, où il y a des femmes, puisque ça se passe dans un bordel, et la plupart des filles, enfin, les filles sont du bordel, c'est des filles, des femmes cis. Sinon, dans les autres œuvres, pas vraiment de femmes, hormis au niveau du fantasme. Alors, chez Arenas, il n'y a que 2 femmes, et les 2 s'appellent Rosa, on revient avec ce prénom, sa sœur, qui est une super putain de classe, et la vieja Rosa, la mère, qui est armée, qui est habillée en homme, qui le poursuit, lui, Arturo, le protagoniste. Et chez Manuel Puig, il y a beaucoup de femmes, et toutes ce sont des actrices. Ce sont des actrices auxquelles, des héroïnes, auxquelles le protagoniste, Molina, s'identifie. Donc, elle est en train de nourrir les fantasmes du protagoniste. Alors là, j'ai rappelé une phrase de Severo Sarduy. Severo Sarduy est un autre écrivain dont je n'ai pas traité dans ce corpus. Il est très intéressant. Il est celui qui a produit son œuvre en France. Severo Sarduy a quitté Cuba au moment de la révolution cubaine. Il s'est installé en France et en 1972, il a publié Cobra, qui est un roman un peu à part et qui va traiter notamment du monde travesti. Et Severo Sarduy, bon, vraiment très, très fin connaisseur de ce monde, lui, il avait une réflexion par rapport à tout cela. Il dit « limite pas la femme ». Pour lui, à la limite, il n'y a pas de femme. Donc tout ça en lien avec le type de femmes qui sont vraiment présentes. Alors, la conclusion de ce voyage vers ces œuvres, bon, il y en a plusieurs, je vais me concentrer sur les principales. D'abord, il est évident qu'il existe un rôle social pour les hommes qui est associé au féminin dans les milieux populaires d'Amérique latine. C'est-à-dire c'est des personnes qui existent, qui ont une vie, qui peuvent être caractérisées par la littérature. Dans les classes populaires, l'identification avec la féminité est perceptible chez les personnes dont le désir est orienté vers les hommes virils, qui n'ont pas de contact amoureux ou sexuel avec les femmes, qui endossent certains attributs dits féminins, comme le maquillage, et qui ont des pratiques sexuelles dites passives. Alors, cette identification a encore cours aujourd'hui. Je renvoie à différents travaux, Pascal Apsi, William Mejia, moi-même, avons travaillé sur cette forme d'identification, enfin, de devenir trans dans les classes populaires. Dans cette configuration, il n'y a pas d'essentialisme. Aucun des personnages n'affirme, par exemple, être né dans le mauvais corps. Il n'y a ni médicalisation, ni biologisation pour corriger une erreur à la naissance. Les personnes endossent les rôles dits féminins, mais personne dans l'entourage n'est dupe. Il y a une place pour ces individus. Ils peuvent avoir une existence sociale, et d'ailleurs, ils peuvent avoir une duplicité, énoncée donc dans la grammaire ou dans une apparence qui n'est pas complètement binaire. Du fait même de la non-essentialisation, il y a chez ces personnes et dans leur entourage une relative fluidité des pronoms. Masculins et féminins sont employés successivement ou alternativement. Cependant, alors, les rôles sociaux reposent sur la binarité de genre, c'est-à-dire on n'est pas dans un discours queer, on ne remet pas en cause les rôles de genre. Les personnages se limitent à être dans un rôle masculin viril ou féminin, et ils choisissent d'endosser le second parce qu'ils refusent d'endosser le premier. Donc ça, ce sont les conclusions principales, disons, que je veux amener aujourd'hui. Il y a d'autres développements possibles, mais je pense que pour entamer la discussion, je vais m'arrêter là, mais je vais quand même vous montrer, ouais, c'est ça, un lexique qu'a fait Pedro Lemebel à un moment donné. Donc c'est l'auteur le plus contemporain, le plus proche de nous, et qui s'amusait à mettre tous les noms de ces personnes que, bon, pour certains,
peut-être peu utilisés, mais d'autres certainement beaucoup plus. Enfin, je ne vais pas pouvoir les traduire, mais il y a beaucoup d'ingéniosité, d'humour. Moi, j'aime énormément le fait qu'on puisse avoir une panoplie pour désigner ces expériences de vie. Alors, la desesperada, la cola del barrio, la cuando no, la Inca Cola, la cuando nunca, la Coca-Cola, la siempre en domingo, la pinche, la María Silicona, o la Silicone qui est très présente dans ce monde, la Lola, la Cortavientos, la Rose, on revient sur la Rose, la Puente Cortado, la Denise, la Maricombo, la Susi, la Maripepa, la Pupi. Bon, c'est de la poésie à partir de tout ça. Là, yo no soy la fruncida, je sais pas comment je fais, ouais, voilà. La yo no la fruncida, enfin, je joue avec le mot sida, la compra almas, la María Luisida. Bon, c'est une invitation à découvrir cette manière de nommer qui est tellement riche et qui est peut-être très loin de ce que... qui est peut-être plus loin de ce à quoi nous sommes habitués aujourd'hui, dans des discours peut-être des constructions plus étriquées, plus on va dire, qui cloisonnent davantage les individus. Voilà, j'en reste là et merci. Merci beaucoup, Olga. Du coup, on va passer à la présentation de Romain et après, on va essayer de créer des liens et formuler les questions. Surtout que ce qui est intéressant aussi avec la présentation de Romain, c'est qu'il va travailler notamment sur Lemebel et Donoso, du coup, deux auteurs que toi-même tu cites. Du coup, je vais présenter rapidement Romain. Romain, il est doctorant au LEGS depuis 2018. Il fait une thèse en littérature comparée à Paris 8 sous la direction d'Anne Berger. Tu es professeur agrégé de lettres modernes, vacataire à l'Université de Reims, Champagne-Ardenne. Et tu travailles dans le cadre de cette thèse, notamment sur la question du travestissement en littérature, notamment chez Pedro Lemebel, José Donoso, Jean Genet et John Ricci. Du coup, Romain, je te laisse la parole. Merci. Alors oui, je vais peut-être répéter 2-3 choses qui ont déjà été dites du coup, puisque je vais travailler également sur le roman de Donoso et de Lemebel. Alors ma proposition est la suivante, c'est sur la dimension politique de la folle dans ces deux romans. Donc c'est au XIXe siècle que les termes de folle puis de loca se popularisent pour désigner les homosexuels féminisés. Et je voudrais noter d'emblée que le lien établi par ce vocable entre l'homosexualité et la folie, en français et en espagnol, n'est pas forcément vérifié dans les autres langues. En anglais, par exemple, qui a plutôt conservé le terme de queen, qui est un dérivé du vieil anglais queen, ce qui voulait dire servante. Donc la notion d'efféminement, elle se retrouve dans l'argot homosexuel de nombreux pays, on le sait bien, mais la notion de folie, elle n'est pas aussi systématique. On en retrouve quelques exceptions en Europe, notamment norvégien, mais l'espagnol et le français se distinguent tout de même par un emploi historique durable du terme de folle et de loca. C'est Foucault, on le sait, qui revient dans Histoire de la folie à l'âge classique sur la gestion médicale des anormaux et sur cette appellation de folle qui est à lire en creux d'une histoire du traitement psychiatrique de l'homosexualité. Je voulais juste citer Foucault, qui définit un peu ce portrait type de l'homosexuel ou de l'inverti, ses gestes, sa tenue, la manière dont il s'attiffe, sa coquetterie, mais aussi la forme et les expressions de son visage, son anatomie, la morphologie féminine de tout son corps font régulièrement partie de cette description disqualificatrice. Donc le terme de folle, de loca, rappelle cette histoire psychiatrique désocialisant de l'homosexuel également. Dans Testo Junkie, Preciado rappelle aussi ce lien dans une citation que je voulais proposer. Dès lors qu'un corps abandonne les pratiques que la société où il vit autorise comme masculines ou féminines, il glisse progressivement vers la pathologie. On voit donc que la résurgence tout au long du XXe puis du XXIe siècle de cette terminologie s'inscrit également dans une histoire particulière propre à l'Espagne, la France et l'Amérique latine. La loca porte le stigmate désocialisant de folie jusqu'à le revendiquer, jusqu'à s'en faire une identité.
C'est pourquoi Lemebel, quand il publie son roman Tengo miedo torero, dont la rédaction remonte aux années 80, se contente de nommer son personnage central par la périphrase définitionnelle de folle d'en face. Elle n'a pas de nom à proprement parler. Alors que les termes de travesti et de transgenre étaient déjà mobilisables en 2001, c'est le substantif de folle qui est choisi comme étendard identitaire. Pour José Donoso, qui est un auteur du boom latino-américain, mouvement littéraire des années 60-70, le personnage central du roman, qu'il publie en 66, Ce lieu sans limite, est celui d'une folle vieillissante, la Manuela, qui est père, malgré elle, d'une jeune fille androgyne, qui est la tenancière du bordel dont Olga a parlé, et dans lequel elle travaille, qui est surnommée la petite japonaise. Et le substantif de loca, au singulier comme au pluriel, se retrouve à une vingtaine d'occurrences tout de même, pour désigner l'homosexuel travesti. Alors ces deux personnages incarnent une certaine socialisation transgenre dans une époque et un contexte donné, sur lequel nous reviendrons dans un premier temps. Car l'enjeu de ce cours exposé est avant tout de montrer en quoi la figure de la folle dans ces deux romans est également politique. Il s'agira en d'autres termes de voir en quoi elle nous informe sur l'état de la cité, son ordre social, sexuel, ses codes, ses interdits, sa milice également. Donc si le premier temps de cette communication portera sur deux folies romanesques, et je voudrais écrire folie ici pour le distinguer de son homophone avec deux L, deux folies romanesques donc ancrées dans un contexte socio-historique particulier. Le deuxième s'intéressera à la dimension dissidente de cette identité du désordre qu'incarne la folle, puis dans un ultime développement, je mettrai en évidence la corrélation entre le personnage de la folle et une certaine folie, toujours avec deux L, stylistique et narrative, qui fondent la structure même de ces deux romans. Alors, je voudrais m'arrêter d'abord sur le contexte social et géographique des romans, car si ces deux écrivains se détachent régulièrement dans leur écriture du seul souci réaliste, ils inscrivent quand même leurs personnages dans un cadre social et géographique très net. Il ne s'agit pas seulement de narrer l'intimité de la folle, du travesti, ni même sa psychologie, mais bien le cadre social qui produit cette identité et conjointement la rejette. Ainsi, les deux romanciers nous donnent à lire des personnages de folle prolétariennes, ce que j'appellerais moi des prolétarènes, ou pour être plus précis, appartenant à ce lumpenprolétariat conceptualisé par Marx. Donoso ouvre son roman dans le bordel qui accueille la Manuela et que gère, comme je l'ai dit, sa propre fille. Il s'agit donc d'un lieu sororal, en effet, abritant uniquement des prostituées, et la Manuela, qui, pour des raisons qu'on va préciser, ne se prostitue pas exactement. La Manuela est avant tout une performeuse, une danseuse. Elle ne peut être considérée par les clients du bordel comme une prostituée comme les autres. À leurs yeux, dans ce bordel rural, elle n'est qu'un homme qui se déguise. C'est pourquoi son travail est essentiellement de faire rire. C'est sa fonction première. Je vous cite un passage. C'est l'arrivée de la Manuela dans le bordel. La japonaise avait demandé à son ami de lui envoyer 2 putains en renfort, les sœurs Farias, pour qu'on ne manque pas de musique, et la Manuela, cette tapette tellement drôle qui faisait son numéro de danse. Dans la hiérarchie du bordel, la Manuela ne peut même pas prétendre à la prostitution qui lui conférerait une valeur marchande et avaliserait son travestissement. Quant à la folle d'en face, chez les Lemebel, si son métier est d'abord de tisser, de coudre, elle n'échappe pas toujours au commerce du corps. Au début du roman, l'expérience prostitutionnelle appartient certes au passé, mais la folle se le remémore toutefois, comme s'il s'agissait d'un avenir hypothétique. Elle évoque les bribes d'une errance péripatéticienne, une errancia prostibular, dans les impasses sans nom, dans les rues sales où elle traînait transie. Donc nos deux personnages évoluent dans un milieu paupérisé. L'appartenance de ces personnages aux classes populaires est confirmée également par le lieu d'habitation. La folle, par exemple, la folle d'en face de Lemebel n'habite pas dans n'importe quel quartier de Santiago, mais bien dans le quartier pauvre, le seul à même d'accueillir un être abjecté. Je lis également un passage. Ainsi, la folle d'en face fut-elle rapidement intégrée à cette zoologie sociale de petites gens de Santiago qui se grattaient les puces, ces chômeurs achetant à crédit leurs demi-litres de sucre à l'épicerie. La Manuela est également un personnage de l'extrême pauvreté. Donoso installe au sein de son récit les bases d'un discours sur la ruralité comme monde finissant. Le bordel rural qu'habite la Manuela et sa fille est en effet un lieu de misère. Même pas de plancher dans cette cuisine, de la boue, nous dit Donoso. Dans ce lieu boueux qui accueille l'histoire,
il décrit un monde laissé à l'abandon, à 100 lieues de la modernité qui gagne les villes, celle de l'électrification et des rails du chemin de fer qui passent au loin du village d'El Olivo. L'ancrage social des personnages permet d'imbriquer à la réflexion d'ordre sexuel un discours sociopolitique. Car ces deux folles prolétariennes évoluent dans un contexte politique instable. Le roman le plus historiquement ancré est bien entendu celui de Lemebel, qui se déroule au printemps 86, dans les derniers temps de la dictature pinochetiste. Mais tout l'intérêt de La folle d'en face réside cependant dans son obstination à l'apolitisme. Elle s'en tamponnait de l'actualité politique. Cela l'effrayait plutôt d'écouter cette radio qui ne diffusait que de mauvaises nouvelles. Or, la folle fait la rencontre de Carlos, un jeune militant anti-Pinochet qui profite de son amourachement pour faire de son appartement un lieu de stockage d'armes. J'y reviendrai. Dans ce lieu sans limite, c'est le personnage de Don Alejo qui incarne le pouvoir politique et la figure patriarcale bourgeoise du village. C'est lui qui décide de tout, de l'avenir du village d'El Olivo, son électrification ou donc son raccordement routier. Don Alejo et de ce lieu sans limite le garant et le propriétaire. Ainsi, les deux romans, malgré leur distance temporelle, fonctionnent selon des critères communs, même origine sociale pauvre et populaire, même zone d'habitation paupérisée, même fréquentation des lieux de prostitution, même confrontation à une figure de pouvoir chilien, autoritaire et masculiniste. On voit que l'installation narrative favorise une lecture politique. Mais qu'en est-il de la dimension politique transgressive de La folle? C'est ce que nous allons voir dans un deuxième temps. Dans la thèse qu'elle consacre aux chroniques de Lemebel, Navarrete définit le personnage de folle en ces termes. Je voulais vous lire cette petite citation. La folle est la domination retenue pour nommer l'homme travesti de classe populaire qui, à travers ses gestes, son langage et ses vêtements, suggère une femme et qui se prostitue pour survivre. Sous la plume lemebelienne, la folle, forme de voix autorisée de l'auteur, devient un point de fugue de toutes les normes imposées par la société, c'est-à-dire qu'elle incarne l'élément déstabilisant qui fait irruption dans l'espace-temps pour nous signifier l'anomalie, ce qui ne rentre pas dans les règles. Alors on l'a dit, la folle d'en face se politise à mesure qu'elle s'éprend du jeune militant Carlos, de sorte que le travesti apolitique, désengagé du début du roman, cède progressivement la place à une fougueuse manifestante qui rejoint à la fin du livre le cœur des femmes en lutte. Je vous lis ce passage. Elle se rapprocha d'elle et une femme encore jeune lui fit signe de se joindre au cortège. Sans trop y réfléchir, la folle prit une pancarte avec la photo d'un prisonnier disparu et laissa sa gorge de tapette s'associer au hurlement. C'était étrange, mais là, au milieu de ces dames, elle n'avait plus honte d'élever sa voix futée et de s'unir à leur mécontentement. C'est donc par le biais de la politisation que la folle, déclassée, abjectée, mise en banc de l'ordre social, retrouve une forme de socialisation, de légitimité. C'est sans doute d'ailleurs l'apport majeur de Lemebel que de nimber le personnage de folle d'une aura politique. Il faut rappeler que ce roman entremêle deux intrigues a priori distinctes, la relation d'une folle vieillissante et dépolitisée avec un jeune militant, et les relations conflictuelles du général Pinochet avec sa femme Lucia. Or, ce tressage narratif, qui constitue la structure de toute l'œuvre, dit bien que l'acte même du travestissement intéresse hautement le politique. C'est l'identité chilienne qui est en jeu dans ce système d'écho. La folle, qui se trouve narrativement en face du général, représente tout ce qui fait horreur au régime militaire. Placé en vis-à-vis, le portrait héroïsé de la folle et celui caricaturé du général relèvent de la satire. Quant à la Manuela, chez Donoso, c'est la confrontation avec la figure masculiniste de Pancho, un client notoire du bordel qui la menace et l'attire tout à la fois, qui lui permettra de dépasser son abjection première par la grâce d'une héroïsation dans les derniers chapitres. Mais l'intérêt politique de la folle ne réside pas tant dans son opposition formelle au régime ou aux hommes qui l'incarnent que dans son identité même, celle de travesti. De fait, le rejet systématique et violent du personnage de folle dans les romans dit bien que le travestissement, qu'il soit ou non politique, touche de toute façon à une forme de transgression qui inquiète le régime hétéropatriarcal. Le corps de la folle est ce qu'il faut injurier, stigmatiser, détruire, martyriser. Le travesti n'a pas sa place dans la cité. Alors, deux raisons à cela. Premièrement, il met en évidence chez l'homme comme chez la femme la dimension construite du genre. Et deuxièmement, il menace l'homme dans sa virilité par son entreprise de séduction castratrice.
Dans l'introduction qu'il consacre à l'édition française de Troubles dans le genre, Éric Fassin revenait sur cette fonction révélatrice du travesti avec une formule assez efficace. Pour Judith Butler, le travesti est notre vérité à tous. Il ou elle révèle la structure imitative du genre lui-même, car le travesti n'imite pas un original, sa mimique rappelle le fait que nous ne faisons tous que nous travestir. Et c'est en cela que le personnage de la folle fonctionne dans ces deux romans comme des figures de la dissidence. Chez les Mabel, tout ce qui relève chez la folle d'en face de la féminité citationnelle, de la féminité hyperbolique, se retrouve en écho chez la femme de Pinochet. Sa féminité fonctionne comme celle de la folle par imitation. Elle aussi est en quelque sorte travestie. Je cite ce passage qui nous laisse entendre la voix de la femme de Pinochet. Achetez-vous un collier, non, encore mieux, une tiare, pour recevoir le pape quand il viendra, pour que vous vous présentiez devant lui comme Grace de Monaco. Pour toi, il m'a conseillé une épingle de cravate et des boutons de manchette discrets, juste 2 petits brillants au poignet d'une chemise noire. En faisant des scènes de la première dame des contrepoints des scènes de la folle, les Mabel sous-entend que la féminité est toujours un travestissement. Selon la critique culturelle chilienne Nelly Richards, le travestissement rompt la binarité de l'opposition sexuelle, ce qui à terme fragilise la structure cis-hétéronormative autour de laquelle l'identité nationale chilienne est fondée. Chez Donoso, si la figure de la folle est moins politisée, c'est quand même sa confrontation au virilis Pancho qui révèle son pouvoir de perturbation sociale et sexuelle. Parce qu'elle trouble le désir masculin, la Manuela se retrouve lynchée dans les derniers chapitres par les hommes. Il est d'ailleurs intéressant de comparer dans les deux romans que 40 années de lutte d'émancipation séparent les deux trajectoires travesties. Contrairement à ses ancêtres littéraires, la folle de Lemebel est l'une des rares à bénéficier d'une résolution positive. Elle échappe à la destruction physique et sociale et trouve même le moyen de se politiser, de se trouver une place parmi les femmes en lutte, comme je l'ai dit, contre le régime de Pinochet. C'est que les luttes LGBT amorcées dans les années 60 ont permis de penser autrement le devenir transgenre. La folle peut trouver à s'intégrer à l'organisation sociale. Et les Mabel esquissent dans cet unique roman la possibilité d'une conjonction des luttes de résistance LGBT et d'émancipation populaire. C'est pourquoi il est celui qui a le plus intégré à son travail une réflexion sur la façon dont l'identité de Loca influe sur l'écriture, et notamment l'écriture romanesque. Dans le roman de Lemebel et dans une moindre mesure, chez Donoso, l'écriture est en effet cuirisée, de sorte que les deux auteurs nous donnent également à lire des folies romanesques, le logos de la Loca. Ce sera mon dernier temps. Donc, sur la possibilité d'une écriture travestie ou d'un travestissement textuel qu'on pourrait relier plus largement à l'idée d'une écriture queer. C'est que, comme le dit la folle d'en face, quand Carlos s'étonne sa langue poétique, la folle dit « Presque toutes les folles amoureuses ont la voix qui fleurit ». Ainsi, le lyrisme, la poétisation de la langue relèverait d'une écriture travestie, du langage même des folles. Il est vrai que les Mabel s'abandonnent à la faconde métaphorisante de la langue en plein cœur d'un roman dévolu à la description d'un milieu interlope. La langue de Mabel est une langue qui fleurit, une langue cuirisée qui se travestit avec les mots, les néologismes, les tropes, comme son personnage se travestit avec des vêtements, des chapeaux, du maquillage, des accessoires. On comprend que l'écrivain cubain Sarduy ait pu déclarer le travestissement serait la meilleure métaphore de ce qu'est l'écriture. L'écriture les mébélienne transforme la folle en animal mythique, par exemple. On mentionne son corps de grue grelottante, sa petite tête d'oiselle platinée, sa bouche de colibri. Légère, aérienne, la folle, quand elle performe le féminin, a tout de l'oiseau, emprunte à ses mouvements, à son allant, à sa légèreté. L'animalisation permet de rendre compte de sa féminité, comme ses larges hanches de jument tapette, encore une citation du roman. Ici, elle est à la fois animalisée et végétalisée, puisqu'on la désigne en espagnol de vieja coliflor, soit de jument chou-fleur bleu, de jument chou-fleur, si on traduisait littéralement. Coliflor étant évidemment un autre terme pour désigner les homosexuels. Lemebel joue d'ailleurs de ce lexique pour forger de nouvelles identités, comme celle de pédale chou-fleur bleu, brocoli mariflor. Et quand il n'use pas des métaphores animalières ou végétales, il resémantise l'injure, comme dans cette accumulation que je vais citer et qui scande l'injure pour mieux manifester le passage de la honte à l'orgueil, du stigmate à l'identité incapacitante.
PD solitaire, PD assoiffé de baisers sorciers, PD drogué par le toucher imaginaire d'une main cerf-volant effleurant le ciel trouble de la chair, PD infiniment prisonnier de sa cage de lépreuse tapette, PD rococo attrapé dans sa mélancolique toile d'araignée de frisettes et d'artifices, PD chichiteux, emmêlé, pris dans les fils de sa propre trame. Et ça continue. Ce passage est symptomatique du travestissement textuel des mébéliens. Il conjugue à la fois la resignification de l'injure, la métaphorisation de la folle et son animalisation. On voit bien que le Mébel cuirise la langue, brise la cohérence sémantique pour rendre compte du pouvoir de déstabilisation de l'identité de la loca. Car il faut une langue déstabilisée et déstabilisante pour décrire le travesti et sa façon dont il perturbe l'ordre binaire. Alors bien entendu, on ne retrouve pas chez Donozzo la même torsion linguistique, la même cuirisation de l'écriture, ce n'est pas la même époque. Cependant, force est de constater que l'identité de la folle rayonne dans la structure du récit au point d'en déstabiliser toutes les strates narratives, au point de l'affoler. C'est pourquoi le récit de Donozzo mêle l'écriture à la troisième personne au monologue intérieur de la Manuela, de sorte que se dissout dans le cours du texte la voix narrative. Il arrive dans un passage qu'on perde la voix narrative, qu'on se pose la question de qui parle. Du coup, la voix des narrateurs et la voix des personnages se confondent, de même que les pronoms, on l'a vu, et les accords du féminin et du masculin qui se mêlent au sein du monologue de la Manuela, par cette fluidité grammaticale qui renvoie à la fluidité du genre. Donozzo s'abuse régulièrement à effacer ou interchanger les pronoms personnels comme les mébel de façon à rendre compte de l'indécidabilité du sexe de son personnage. De même, c'est grâce à la langue et à la grammaire, grâce au jeu des pronoms, grâce à la force de transformation de la langue narrative que la Manuela parvient à la féminisation. Notamment dans ce passage raconté sous le régime de l'analepse, dans lequel le travesti couche avec la grande japonaise, donc la future mère de la petite japonaise, sous les yeux ébahis des clients. Je rêvais à mes seins caressés et il se passait quelque chose pendant qu'elle me disait « Oui, ma jolie, je te fais jouir parce que c'est moi l'homme et toi la femme. Je t'aime parce que tu es tout à la fois. Je sens sa chaleur qui m'engloutit moi, un moi qui n'existe pas. » Alors, le passage il est intéressant parce qu'on voit comment le jeu passe d'une femme à l'autre, passe de la Manuela à la grande japonaise, et comment la grande japonaise, par l'assomption de la langue, donne à la Manuela le sexe qu'elle désire. Donozzo trouble également les voies narratives afin de troubler le genre de son héroïne. Écrire le travesti revient toujours à travestir l'écrit. Pour conclure, l'entrée fracassante du personnage de la folle dans la littérature du XXe siècle ne permet pas seulement d'envisager une mutation sociale et politique des régimes de pouvoir, de genre et de sexualité, mais également une mutation esthétique, romanesque et linguistique. Ce que l'identité de la loca offre aux romanciers, qu'ils soient comme les Mébel, queer et travestis, ou Donozzo, cisgenre, c'est un pouvoir de déstabilisation des conceptions de texte et de sexe, un véritable travestissement littéraire. La folle, figure de sorcière chilienne et transgenre, surfemme politique et dissidente, travestie animalisée, oiseau mythique et déplumé, transfère dans l'écriture romanesque une folie dont les deux ailes permettent sans doute l'envol. Merci beaucoup. Tu as fini, Romain? Oui, j'ai fini. Merci beaucoup, Romain, pour ton intervention. Merci aux deux intervenantes. Dioline, est-ce que tu as des questions? Il n'y a pas de questions. Bah, genre, au moins dans les chats. Ah, d'accord, ok. Je croyais qu'il y avait des questions, mais... D'accord. Vous avez des questions, donc en attendant, intéressé à voir les questions, vous pouvez les... D'accord. Poser les vôtres. Moi, je voulais bien poser une question, si je peux. C'est une question plutôt pour Olga. Et c'est une question plutôt simple. Je joue normalement le rôle des Brésiliennes dans ce séminaire afin de demander quelle est la conception d'Amérique latine qui est plutôt hispanophone et qui exclut normalement ce qui est produit en Brésil. Donc, je voulais bien savoir si c'était un choix spécifique à cause de la langue ou s'il a eu une autre question qui vous avait poussé à choisir de ne pas travailler avec des textes qui sont brésiliens. Je trouve assez intéressant parce que, par exemple, le mot marica, c'est un mot qu'on utilise aussi au Brésil.
Elle est assez vieille, mais c'est un mot utilisé au Brésil. Pardon, mon chat. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a peu de termes qui traversent les frontières entre le Brésil et les autres pays hispanophones de l'Amérique du Sud. Mais Maricas a traversé, il est un mot assez connu. Et juste pour finir, il y a un texte, j'imagine que vous le connaissez probablement, un livre, c'est un livre absolument fondamental de la littérature moderne brésilienne, c'est Grandes Sertão Veredas de Guimarães Rosa, où un des personnages principaux est un homme trans. Un homme trans, ça serait un homme trans, même si ce n'est pas travaillé dans ce type de catégories à l'époque. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant si vous voulez explorer ça. C'est ça que j'avais à demander comme question. Fernanda, merci pour cette, plus qu'une question, c'est aussi une demande d'attention et de regarder vers le Brésil. Et effectivement, moi, je connais mieux la littérature hispano-américaine que la littérature brésilienne, c'est vrai. Et c'est une dette que j'ai par rapport à... Voilà, il faut la combler absolument. Après, bon, ça c'est un travail, hein, ça va être enrichi. Je pense qu'il y a matière de le faire avec Guimarães Rosa, mais aussi d'autres auteurs. Moi, j'ai travaillé quand même sur, pas vraiment une littérature de ce type-là, mais plus, j'ai travaillé sur un texte publié par une femme trans-brésilienne, mais publié en Italie, originellement en italien. Vous voyez qui c'est, Fernanda de Albuquerque? Ah, Fernandinha, c'est très important. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Princesa. Et là, c'est dans un autre cadre. Ça m'a intéressé. En Italie, c'est le livre de littérature migrante marginale. Ça a été écrit en prison aussi. En fait, il y a aussi un article à faire sur la prison et les femmes trans. C'est quelque chose de très important. Mais ce livre a été écrit en prison en Italie. Et c'est un livre contemporain. Je veux dire, ça fait une quinzaine d'années qu'il a été publié. Un militant d'extrême gauche se retrouve en prison avec... c'est un peu comme les autres dont je parlais, un peu comme le cas d'Arguez dans les années 30, sauf que là, c'est dans les années 90, en Italie. Ce militant d'extrême gauche se retrouve en prison, il découvre une femme trans-brésilienne, Fernanda de Albuquerque. Et ensemble, ils vont écrire sa vie de Fernanda de Albuquerque, et ce livre s'appelle Princesa, et ça a un succès phénoménal en Italie. Elle devient une actrice, elle sort de prison, elle devient très importante et très connue au Brésil, pas tellement ailleurs, en Amérique latine non, là c'est l'inverse, ça reste Italie-Brésil. Et après, bon, malheureusement, Fernandinha, à un moment donné, elle déprime, elle va mal, elle meurt. Il me semble qu'elle s'est suicidée, j'ai oublié en ce moment comment elle est morte exactement. Toujours est-il que oui, c'est assez... Enfin, c'est pour dire que j'ignore un peu... Oh là là, j'ai perdu le zoom là. Voilà. J'ignore les... Enfin, j'ai pas travaillé sur ce livre de Guimarães Rosa et sur d'autres qui existent, mais au moins, j'ai travaillé sur celui-ci. Je vous invite à le regarder. D'ailleurs, il est en ligne, Princesa. Ils ont fait un projet pour le mettre en ligne, Princesa 2.0. Voilà. Merci beaucoup, Olga, pour cette question. Pour cette réponse, plutôt. Moi, du coup, je trouvais très intéressante, je rebondis aussi par rapport à ça, je trouvais intéressante ta communication parce que je sentais que c'était quand même une vision de sociologue et du coup, tu nous faisais un peu le portrait sociologique de ces personnages-là, ce dont tu as très peu l'habitude en littérature, c'est-à-dire que le milieu, le travail, le milieu socio-professionnel et aussi, j'avais jamais remarqué aussi le fait que souvent ces histoires ont lieu en prison. C'est vrai que moi je travaille notamment sur les Mébel et Romain peut-être va me corriger, mais c'est vrai que la prison n'apparaît que très peu
dans l'œuvre de Lemebel, qui travaille plutôt dans la rue et voilà, c'est plutôt vers le dehors et pas vers le dedans. Et du coup, je trouvais ça intéressant aussi par rapport au lien que tu as fait aussi par rapport à la gauche, ou une certaine gauche, parce que c'est vrai que Lemebel lui-même dénonce une certaine homophobie et transphobie historique dans les mouvements de gauche, notamment au sein du Parti communiste. Et dans le milieu homosexuel aussi, disons que les homosexuels efféminés ou les femmes trans sont rejetés par leur féminité, du coup marginalisés à gauche et marginalisés dans le milieu homosexuel. Et du coup, on a l'impression que c'est que dans le milieu de la prison où ces personnes se côtoient. Et du coup, c'est seulement parce qu'on est enfermé avec les folles, entre guillemets, qu'elles ont accès où elles côtoient le milieu de gauche, dans le cas de Puig, je pense, ou les autres homosexuels comme Arenas, par exemple. Je pense aussi à Antesca Nochesca, c'est-à-dire que Arenas, qui est quand même un peu misogyne et un peu transphobe sur les bords, puisqu'il est dans la vision très viriliste quand même de l'homosexualité, finit par côtoyer et même se prendre d'amitié avec les folles, mais qu'en prison, quand en gros, il n'a pas trop le choix. Du coup, ça c'est intéressant. Je ne sais pas si cette réflexion t'inspire des choses. Et puis, c'était plutôt une question parce que, par rapport à ta conclusion aussi, c'est-à-dire que tu sembles d'une certaine façon valoriser cette époque-là où les identités trans n'étaient pas encore très établies. Et du coup, on a l'impression que c'était mieux avant. On a une espèce de nostalgie. Voilà, du coup, comment faire pour que, en gros, les revendications des identités, enfin, le surgissement des identités trans aujourd'hui ne soit pas quelque chose de négatif, entre guillemets, parce que ça cloisonnerait les identités. Voilà, comment sortir peut-être de cette impasse un peu politique. Du coup, ça, c'est par rapport à Olga. Et du coup, par rapport à Romain aussi, j'ai beaucoup aimé ta présentation aussi parce que ça me permet, en miroir, un peu de réfléchir à ma thèse et à mon travail. Et c'est vrai que moi, je suis partie pour analyser l'œuvre de Lemebel à travers le paradigme trans, c'est-à-dire que pour moi, ces personnages de folles sont des femmes trans, alors que toi, tu es parti dans le paradigme travestissement, du coup, ces personnages de folles sont des homosexuels. Et du coup, c'est vrai que du coup, on rentre un peu en collision. Et des fois tu dis des trucs et je dis non, qu'est-ce qu'il dit? C'est des femmes trans. Et du coup, voilà, comment tu jongles, toi, par rapport à ce paradigme? Enfin, quelle place tu donnes ou pas au paradigme trans dans l'analyse de la pratique du travestissement qui, dans le cas du paradigme trans, ne serait pas un travestissement puisque c'est plutôt l'expression d'une identité et pas, voilà. Du coup, je ne sais pas si tu veux commencer, Olga, ou Romain. J'ai le micro activé. Je vais commencer en disant que j'étais activée, je n'ai pas été désactivée. Je disais, oui, par rapport à la prison est très, très importante et elle est, bon, même si elle n'est pas chez les Lemebel, mais elle est dans la vie réelle, quoi, et dans la politisation et dans la réflexion. Je vais vous donner un exemple. Les FARC, donc la guérilla colombienne, comment son changement par rapport à toutes ces questions-là, lentement, mais la prison joue un grand rôle. Et il y a des anecdotes qui sont plus que des anecdotes, des histoires de rencontres à nouveau entre chefs de la guérilla et personnes trans, femmes trans en prison. À un moment donné, on a eu la rencontre avec des anciens commandants très haut placés de FARC qui nous ont raconté tout cela. Il avait été question de si oui, cette personne pouvait avoir un rapport et parce qu'il y avait d'autres qui s'y opposaient, d'autres guérilleros en prison. Enfin bref, ça fait l'objet d'une délibération, in fine, et aujourd'hui, quand on dit, mais les FARC, quand un groupe armé, c'était un groupe quand même
extrêmement rigide sur ces questions-là, une pénalisation aussi de l'homosexualité, pénalisation, enfin, un groupe très contestable. Et au moment de la sortie vers la paix et le passage vers la prison, il y a une remise en cause. Donc oui, ce sont des... Voilà, la prison comme espace de politisation, en l'occurrence, me semble extrêmement intéressant. Sur les mémelles, et puis je dialogue aussi avec Romain, moi, je pense que la manière dont les mémelles politisent toutes ces questions-là, évidemment, je dirais c'est le plus politique de ces auteurs, ouais, quoique Arguedas c'est toujours très politique, mais les mémelles, il est quand même extrêmement dur avec justement ces catégories gays, cette histoire du sida. Enfin, moi j'ai lu ces chroniques dans les journaux contre toute cette propagande par rapport tout ce changement de milieu des locus vers une espèce de homogénéisation au niveau des discours, des ressentis. J'imagine, je ne sais pas si tout le monde connaît le manifesto de Pedro Lemebel, parce que je l'ai là pour lire quelques-unes de ces lignes. Je peux vous mettre l'écran. C'est très très beau et moi je pense qu'il résume. Là il y est. Vous pouvez le voir? Oui. Oui. On le voit. Ok, parfait. Je pense qu'on peut vraiment voir toute son histoire personnelle. Enfin, c'était le fils d'un boulanger, Lemebel, et qui, tout en étant donc PD et qui est à gauche, mais qui va remarquer tout c'est pareil, hein, pareil que les FARC, c'est partis de gauche complètement patriarcaux, et donc qui écrit ce très beau manifeste. On va le lire un petit peu en espagnol, les gens travaillent la plupart ici sur la literatura. No soy Pasolini pidiendo explicaciones, no soy Ginsberg Escuba, no soy un marica disfrazado de poeta, no necesito disfraz, aquí está mi cara, hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. No soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita. Es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo por malas costumbres. Bon. Moi, je pense que là, on voit bien, il y a l'homme travaillé par son origine sociale et qui... Enfin, et là où je rejoins in fine la question que me posait Alejandra, c'est est-ce qu'il y a une nostalgie pour... je vais éliminer là. Comment j'élimine ce truc Attends, je te l'enlève. J'arrête là. Comment... est-ce qu'il y a une nostalgie? Je ne sais pas s'il y a une nostalgie, mais ce qui est certain, moi, ce que je pense, c'est que les identités LGBT sont devenues de plus en plus fermées, des cases fermées, et d'ailleurs la binarité aussi, la question du passing. Le passing, c'est une question de binarité très, très fixée et qui donne moins de place justement à un questionnement, à un travestissement éventuellement, à une fluidité. Voilà, et je pense que ce sont des questions qui se posent dans le mouvement trans, dans le mouvement LGBT aujourd'hui, et qu'on peut, en regardant en tout cas vers ces ouvrages, je pense qu'on voit qu'il y avait peut-être plus d'expériences, en tout cas des possibilités différentes. Oui, bah, du coup, pour revenir sur la question travesti, transgenre, c'est vrai que c'est une question fondamentale que je me suis souvent posée. Le fait est que moi, ces deux livres-là, je les compare avec Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, qui date des années 40, et Last Exit to Brooklyn de Hubert Selby Jr., qui date des années 60. Et le terme de transgenre n'apparaît pas. Et même dans le livre de Lemebel, ça n'apparaît pas. Par contre, le terme travesti apparaît
Souvent, il est employé évidemment dans des formules un peu cuirisées et bizarres, mais il emploie le terme de travesti. Donc l'identité travestie est convoquée, l'identité de folle, l'identité de PD. Avec Genet, il en invente plein, hein, des identités Genet, les tant de gars, les tant de filles, enfin bref. Et moi, je prends ce que me donnent les textes, et comme on donne le terme travestissement, ben, j'utilise le terme de travestissement parce que c'est le terme qui est utilisé par les auteurs. Maintenant, l'intitulé de ma thèse, c'est les pratiques transgenres. Mais du coup, je ne travaille pas sur l'identité transgenre, mais sur les pratiques transgenres, ce qui permet en effet de passer d'un genre à un autre, que ce soit les pratiques linguistiques ou les pratiques de corps, ou les pratiques de vestimentation, etc. Mais il y a aussi une revalorisation par certains groupes LGBT du terme de travesti, même en France. Ça reste minoritaire, mais il y a des groupes qui le revalorisent. Ça et des féminements également. Je pense notamment au manifeste de l'efféminisme. Voilà. Je pourrais t'envoyer les références de ça. Je t'enverrai ça par mail. Oui, je ne connais pas. Hmm. Oui, c'est vrai que, enfin, par rapport à mes propres travaux, c'est vrai que j'avais, disons, justifié aussi cette approche transgenre ou trans avec un astérisque, qui est aussi une façon de prendre le terme trans dans sa conception la plus large. Enfin, même si c'est un terme, comment dire, oui, anachronique, puisque c'est un terme assez nouveau, que finalement est quelque chose qui est aussi venu d'un milieu provenant du Nord, c'est-à-dire des États-Unis, l'Europe. Du coup, il y a aussi la question de comment on impose des catégories entre guillemets occidentales ou du Nord dans le Sud. Est-ce que imposer cette question de l'identité trans ne serait pas aussi une question grosso modo d'impérialisme épistémologique? C'est des questions que je me suis posées, mais c'est vrai que j'ai finalement opté par ce mot anachronique, disons avec un engagement politique, c'est-à-dire qu'en effet, à cette époque-là, on n'avait pas ce mot, mais si ce mot existait, sûrement ce serait celui-là. Enfin, c'est une hypothèse, bien sûr, c'est une hypothèse comme une autre. Aussi parce qu'il y a l'impression, on a l'impression que les identités trans, au sens large, il y a toujours cette accusation comme quoi ce serait quelque chose de nouveau, quelque chose des années 2000, une mode, voilà, et qu'elle n'existerait pas avant. Or, en effet, ce qui est frappant lorsqu'on lit Manuel Puig ou enfin des œuvres d'il y a 40, 60, 100 ans, c'est que quand on lit, on se dit mais cette personne-là, c'est pas un homosexuel, enfin c'est pas possible, enfin dans le sens où cette personne se dit féminine, elle dit que c'est une femme, enfin c'était clairement dit par exemple dans El beso de la mujer araña, et du coup le personnage lui-même, enfin donne tous les éléments auxquels aujourd'hui, qui sont rattachés aujourd'hui à la définition de femme trans. Du coup, c'est aussi un pari politique, c'est-à-dire de construire une bibliothèque trans au-delà du mot, qui en effet est très donné. Mais oui, c'est vrai que c'est des choix difficiles parfois à faire, mais ouais. Voilà. Et puis l'autre problème, alors en France, c'est très pesant. Je ne sais pas si c'est aussi pesant en Amérique latine. Vous allez peut-être pouvoir me répondre à ça. Mais il y a aussi toute la littérature psychanalytique qui pèse énormément sur le terme de travesti. Et si on lit Freud et Lacan notamment, c'est quand même une définition qui est très figée. Et là, c'est globalement un homme hétérosexuel qui, pour résumer, pratique le travestissement et le fétichisme, parce que c'est un fétichisme, pour essayer de pallier à une homosexualité latente. Donc là, et ça pèse encore beaucoup, même en France, quand on parle de travesti, on pense plutôt à ça, à l'hétérosexuel qui se travestit le samedi soir. Mais de tout ce que je lis dans les romans d'Amérique latine du XXe siècle, en tout cas, je trouve que ça pèse moins.
d'un point de vue populaire. C'est vrai que c'est une insulte. Je ne sais pas ce que pense Olga, mais un travesti ou une travesti, c'est clairement une insulte. Peut-être que oui, le fait que... on dit souvent que les institutions en Amérique latine ne se sont jamais vraiment établies parce que c'est des États très très jeunes. Du coup, peut-être que la psychiatrisation a moins frappé les pays latino-américains du fait que l'État est entre guillemets faible. Je ne sais pas, parce que c'est vrai que dans le travesti, je ne vois pas du tout le côté psychiatrique, mais c'est l'insulte plus que la maladie. Après, c'est vrai que par exemple au Brésil, c'est un mot qui est très revendiqué. Dans les cycles LGBT, le T, c'est transsexual, transgénero, pero también travesti. Du coup, c'est... Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Olga, par rapport au terme travesti. Par rapport au poids, je suis en... Oui, voilà. Par rapport au poids psychiatrique, de la psychiatrie, en tout cas chez les personnes, et par la même occasion, je profite pour répondre à la personne Sarah Fédé qui demande si on a eu l'occasion d'en parler. Oui, moi j'ai eu l'occasion d'en parler, je fais beaucoup de terrain, je fais beaucoup de terrain en Colombie notamment. J'en ai fait aussi à Madrid, à Paris, avec des personnes migrantes trans, ou là-bas, migrantes ou qui ont été migrantes trans. J'en parle et je leur pose une question très simple. En ce moment, j'ai un manuscrit parce que j'ai un entretien très très long, histoire de vie avec une femme trans, mais pas qu'elle, en fait, beaucoup d'autres personnes. Et je leur dis, dis-moi, est-ce que pour toi, vraiment, est-ce que tu as eu, quand tu étais enfant, des hommes homosexuels, des modèles d'hommes homosexuels, est-ce que ça existait? La réponse est toujours non. La réponse est toujours, pour moi, c'est une évidence que si j'avais une attirance pour les femmes, ou que si j'avais des comportements efféminés, ben, j'étais une femme. Après, aujourd'hui, on appelle ça femme trans. Une personne avec laquelle je travaille, elle a 52 ans, et c'était transsexuel, au moment qui était employé dans sa jeunesse. Transsexuel qui est aujourd'hui récusé. C'était transsexuel, non pas tellement au sens... c'est moins dans le sens, disons, français, complètement connoté psychiatrique. C'est un mot populaire aussi, c'est un mot de la rue. Je ne sais pas comment il faudrait creuser dans le poids des mots. Est-ce que les gens, évidemment, c'est certainement traversé par d'où ils viennent, d'où viennent ces constructions. Toujours est-il que oui, les gens s'identifient davantage et disent que c'est plus facile d'être une femme trans que d'être un homme homosexuel. Et disent encore aujourd'hui, ça commence à changer, mais pas si vite que ça. Je voulais dire quelque chose par rapport au terme, non pas travesti, mais marica. Marica est un mot aujourd'hui revendiqué, donc je dis d'où il vient. Et marica est un mot revendiqué politiquement, notamment par la nation marica ou par los movimientos transmarica boyera, donc typique en Espagne ou en Colombie ou en Bolivie, la nation marica en Bolivie. Et c'est la marica qui va s'opposer au gay, parce que le gay est une catégorie jugée comme étant blanche, comme étant impérialiste, alors que marica, bon, c'est le retournement du stigmate, évidemment, et c'est très intéressant de voir les déclarations des gens de ce mouvement, comment ils finissent par revendiquer cette origine populaire finalement de cette identité qui par ailleurs évidemment est problématique. Et enfin, j'ignore pas non plus que les femmes trans subissent quantité de violence impressionnante en Amérique latine. L'Amérique latine est leader malheureusement de violences portées aux femmes et aux femmes trans. Donc, dans tout ce contexte-là, malgré tout, la nation marica se revendique en opposition aux gays, aux identités gays. Bon, on a une question qui a été posée à tout le monde de Sarah. Elle veut savoir si l'intervenante
et l'intervenant ont eu la possibilité de confronter les théories et les idées aux personnes qui sont concernées. Et si elles et ils ont eu l'opportunité d'échanger les hypothèses et les questionnements avec les personnes premièrement concernées par ces questions. Je vais commencer parce que ça va aller assez vite. Moi, je travaille essentiellement en littérature et sur des romans qui datent des années 40 et 60. Donc, il n'y a pas vraiment de personnes que je peux rencontrer sur le terrain pour me parler de ça. Après, des auteurs comme Genet, par exemple, ont parlé des milieux travestis qu'ils fréquentaient, eux. Alors, même si le roman est écrit dans les années 40, en fait, c'est le milieu travesti des années 30. Et des balles de travestissement qui avaient lieu à Paris dans les années folles, les balles du Magic City. Et ça, c'est très documenté. On a plein de photos, hein, par exemple, et on a des romans de mœurs qui existent, des romans aussi qui sont presque des reportages qui donnent la parole à ces personnes, ces Parisiens ou parfois ces provinciaux qui venaient dans les balles pour se travestir. Donc, la seule façon pour moi de confronter les théories à la réalité, c'est de passer par les auteurs qui parlent de la réalité. Parce que le Mébel, il parle de la réalité et Genet parle de la réalité, des réalités qu'ils connaissent. Ils se sont travestis tous les deux. Genet, il s'est travesti, il le raconte plusieurs fois. Il n'a pas pérennisé cette identité, mais c'était une identité possible qu'il a travaillée. Il le raconte à la fois dans Notre-Dame des Fleurs, mais également dans Journal d'un voleur. Voilà. Oui, non, mais... Pardon, je pense que j'ai répondu à la question, puisque j'ai dit tout à l'heure, oui, que je parle avec les gens. Je veux juste revenir sur quelque chose de très important, enfin, de la présentation de Romain. Moi, j'ai vraiment pas fait la pesquise, la recherche vraiment là, policière du mot. Je soupçonne que ça vient du français, en fait, que c'est quelque chose qui moi, en explorant le chemin, milieu du 20e, c'est plutôt, ça vient des États-Unis. Beaucoup de choses viennent des États-Unis, passent par le Brésil, c'est-à-dire un peu ailleurs en Amérique latine, sachant que Rio de Janeiro joue un rôle très important, la migration aussi joue un rôle très important, la transgenre, les premières qui sont venues, c'était des Brésiliennes dès les années, début des années 70. Donc, mais dans les années 20, 30, je pense qu'il y avait déjà ces questions. D'où même là, c'est vraiment en tant que sociologue que je parle, mais le fait la manière de se présenter, la présentation de soi, c'est des choses qui circulent. Hein. Je pense qu'on pourrait retracer tout cela, et que je pense que j'ai le soupçon que le rôle de la France est important. Le bois de Boulogne, moi, en regardant le bois de Boulogne au lieu de prostitution trans, des femmes trans, moins aujourd'hui, mais beaucoup plus il y a une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, quand même un lieu aussi de prostitution très ancien, avec aussi des travestissements. Alors, je n'ai pas consulté vraiment en forme comment ça se présente à l'époque, mais je pense qu'il y a des quantités de choses à creuser. Oui, et enfin, je me permets aussi de rebondir par rapport à la question de Sarah sur la question des concernés. J'ai perdu sa question, mais c'est vrai qu'en littérature, cette question des personnes concernées est une question un peu compliquée dans le sens où on est face à des textes et qu'on ne peut pas poser des questions aux personnages. Enfin, ça n'existe pas. C'est des textes et du coup, c'est notre interprétation, c'est notre lecture qui va donner un sens ou un autre ou des hypothèses, différentes interprétations. Mais c'est vrai que la question des premières personnes concernées lorsqu'il s'agit de littérature, c'est un peu compliqué. Surtout que aussi ça reviendrait peut-être à chercher la personne réelle derrière le personnage, ce qui rentre aussi en conflit avec une lecture entre guillemets barthésienne, c'est-à-dire où le texte suffit à lui-même et on n'a pas besoin de
la personne réelle finalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, de... Ouais, j'allais même dire que la première personne concernée, en fait, c'est l'auteur, donc, tout simplement. Mais même si on dit que l'auteur est mort, entre guillemets, on n'en a rien à faire de ce qu'a voulu faire l'auteur. Ah oui, bien sûr. Si je pousse Oui, le truc à une extrémiste, du coup, bon, peut-être que... Parce que par exemple pour dans mon cas de Pedro Lemebel, comme tu disais, n'a jamais utilisé le mot trans. Et du coup, d'une certaine façon, ce serait une espèce d'aller contre l'auteur si je disais que ces personnages sont trans, parce que même il écrit par exemple une chronique sur Coccinelle, qui est voilà, un personnage transmythique en France, et alors que c'est une chronique qu'il a écrite dans les années 2000, du coup très tard, et il dit « El marica Coccinelle ». Et enfin, il tient à son marica, enfin, je veux dire, pour lui, c'est vraiment l'homosexualité. Et du coup, d'une certaine façon, ma lecture va à l'encontre de Lemebel, mais pour, d'une certaine façon, dénicher une bibliothèque trans malgré les auteurs ou malgré un peu les anachronismes. Voilà, je sais que j'y vais un peu fort, enfin, voilà, mais voilà, Sam Boursier l'a fait avant moi, ou même Leslie, j'ai oublié son nom, avec Jeanne d'Arc, où elle dit que c'est un homme trans, par exemple. Elle revendique ses identités trans avant le mot trans. Il y a Jolene qui m'a envoyé un truc, mais je n'ai pas compris. Dit, en réaction à la réflexion d'Allais, il me semble que les cultures et politiques travesties sont des identifications et subjectivations à part entière, historiquement et actuellement. Par exemple, Marsha Johnson se définit comme travestite et aussi le collectif TAR aux États-Unis. Oui, en effet, il y a des travaux sur l'institutionnalisation de la catégorie trans, notamment par David Valentine. Je ne connais pas, je ne sais pas si les autres connaissent. Et l'effacement qu'elle opère des identifications travesties, notamment issues des classes populaires. Julia Serrano est aussi une activiste trans qui réfléchit aux interactions entre travestis et transgenres à partir de son expérience vécue. Bref, pour moi, c'est très important de ne pas écraser la diversité des subjectivations les unes sur les autres, car cela contribue à homogénéiser nos récits. Je ne sais pas trop qui c'était, je ne sais pas trop si vous avez des... Et pour rebondir justement sur ça, c'est ce que je trouve génial avec le média romanesque, c'est qu'il est pourvoyeur en fait de multiplication des subjectivités et des identités. Quand on lit Genet par exemple ou Lemebel, c'est d'une richesse incroyable d'un point de vue de la subjectivité pour dire gros transgenre, mais tout ce qui est à l'intérieur de ramification, de fluidité des identités. C'est quand même des auteurs qui ne veulent pas s'inscrire forcément dans une catégorie et qui explosent ces catégories pour rendre compte d'une liberté, quoi, en fait. Et c'est ça que j'apprécie notamment chez Genet et Lemebel, c'est cette liberté incroyable, cette liberté de genre, de sexe qu'ils représentent dans les romans. Il faut voir aussi ça. Le roman, il s'emmerde pas avec la sociologie, avec la politique, avec les catégories. Ils s'en moquent de se contredire, par exemple. Ils peuvent se contredire. Et c'est pas des scientifiques. Voilà, c'est pas des scientifiques, c'est pas des universitaires. Donc, ils explosent les catégories, ils se contredisent parfois eux-mêmes. Et c'est de cette contradiction que naissent parfois des inventions à la fois linguistiques et identitaires assez merveilleuses et enrichissantes pour moi. Moi, je voudrais dire quelque chose qui est vraiment une banalité, mais il faut peut-être le rappeler, c'est la littérature. En tout cas, la littérature, c'est un exercice d'imagination et de se mettre dans la peau de plein d'autres, dans d'autres scènes. Cervantes, il le fait tout le temps. Quand on lit Cervantes, voilà, c'est la belle, je ne sais pas quoi. En fait, c'était un garçon. Tout le temps, il y a des travestissements dans Cervantes. Notre œuvre, donc, on va dire, la première fondatrice. Mais aussi, on s'identifie avec le criminel. Vous allez lire Dostoïevski, il est dans la tête d'un criminel, d'une prostituée, d'une femme. Un de ses premiers romans de Dostoïevski, c'est une femme qui le porte. Donc, évidemment, la littérature a cette richesse. Et bon, c'est ça qui la rend terriblement, disons,
oui, beaucoup plus riche d'une certaine manière. Après, on peut quand même l'interroger sociologiquement. Je pense qu'on peut tirer des choses. Je pense aussi qu'on peut tirer des choses de la... Là, tout à l'heure, on parlait des auteurs. Est-ce qu'on va parler avec les auteurs ou non? Pour moi, c'était quand même très intéressant de voir que Donoso avait eu des expériences homosexuelles. Ça a été une bombe quand c'est sorti au Chili. Okay, Donoso, on découvre bien après sa mort, des années après, je ne sais pas quoi, que, en effet, une correspondance et tout ça, c'était complètement fou. Et voilà, il a été dans une espèce de carrefour à un moment de sa vie et choisir se marier ou non. D'ailleurs, plusieurs se sont mariés. Arenas aussi s'est marié alors qu'il était mais bon, donc ils sont pris parfois dans des contradictions. Et Donoso, ça me semble peut-être aussi intéressant parce qu'on va voir son œuvre éclairée autrement. Et là, on va voir les deux Chiliens, Donoso et Gabriela Mistral, qui étaient homosexuels. Et ben, dis donc, c'est bien aussi pour ces travaux de gens qui les avaient mis dans un piédestal hétérosexuel, va relire un peu aussi son œuvre sous d'autres clés. Et enfin, allez, tu as parlé de Coccinelle, mais Coccinelle, je pense qu'elle a un rôle très important à nouveau dans ce que je disais, cette construction, ces imaginaires qui voyagent de la France. Je pense que vraiment dans la question des représentations et de la migration est très importante, la migration des idées et des personnes pour véhiculer oui, des motifs. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas de la salle ou... Il n'y a pas de questions, il y a juste les commentaires de Caroline. D'accord. Tu peux le lire ou... Oui. Il est pareil que les hommes ou les personnes socialisées comme hommes ces personnes se permettent d'exprimer ces émotions de vulnérabilité dans des contextes extrêmes. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si tu voudrais poser ta question directement ou... Carolina. Carolina, ¿estás? Carolina. Creo que se fue. Bueno. C'était le problème de la masculinité. Hein. Carolina pointe vers un petit problème de la masculinité, bah oui. Ah, elle ne peut pas parler, mais oui, apparemment, ça pointe vers la masculinité. Oui. Bon, comme là, on est court un peu de temps. Elle est là. Ah. Oui, je pense que c'est peut-être une continuation de la socialisation de masculinité, peut-être, qui permet aux auteurs d'exprimer ce type de vulnérabilité ou peut-être d'un rôle qui normalement est lié plus à la femme ou à un personnage plus féminisé et qui est exprimé dans le contexte d'éducation, d'une situation politique extrême dans la majorité des œuvres. Je crois que, bon, les œuvres que vous avez passées. Merci Carolina. Je pense que, enfin, je ne sais pas si vous voulez rebondir par rapport à ce que dit Carolina, un des deux, sinon on ferme parce que là on s'approche dangereusement des 20 heures. Du coup, voilà, merci beaucoup aux deux intervenants et intervenantes pour cette séance. Pardon, j'ai juste mis... Ah, pardon. Non, je voulais vous recommander, on peut le voir, c'est mal écrit, mais il y a le film à partir de ce très beau roman de Donoso qui a été fait par Arturo Ripstein. Et son film est merveilleux aussi. Enfin, il est véritablement... En plus, je suis sûre, je pense que c'est le premier baiser homosexuel dans le cinéma latino-américain, dans ce film de Arturo Ripstein. Mais absolument à ne pas rater, on peut le regarder sur Internet, donc je le signale. Merci, lo voy a anotar. Je vous ai envoyé l'article que j'ai écrit sur Fernandinha parce que voilà, l'expérience migrante de cette femme qui était en prison avec ce militant des Brigades Rouges.
oui, de toute façon, on va faire un blog hypothèse avec toutes les références. Du coup, tu nous l'enverras par mail si ça vous va. Du coup, bon, voilà, merci beaucoup aux deux intervenants pour la présentation. Nous vous donnons rendez-vous du coup dans 2 semaines, le 15 mars, pour une séance intitulée Violences sexuelles dans les Amériques latines, interroger les institutions juridico-médicales. Et il s'agira en effet d'analyser le traitement fait par les institutions en Amérique latine des violences sexuelles. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci à vous. Merci beaucoup encore. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci, au revoir.